Donc, je vais vous parler de l'opération Nordwind, la double libération de l'Alsace en décembre 1944 et en mars 1945. Alors, c'est un texte que j'ai rédigé pour la revue Outre-Forêt, le nord de l'Alsace. Vous savez, ce n'est pas la route du vin, hein. C'est dans l'autre sens, quand vous avez traversé la forêt de Haguenau, les 15 km. Vous vous trouvez à Souls, puis à Wissembourg, vous savez, c'est au sud de la Finlande. Voilà. Alors, ce texte, en conférence, disons, complète, a une bonne longueur de 2h30, mais je ne suis pas historien, je suis journaliste, et je vais donc respecter le temps qui m'est imparti pour mon intervention. J'ai donné comme titre à cette petite conférence, donc, la vie civile pendant l'opération Nordwind, décembre 1944, mars 1945, à travers des livres sur la vie quotidienne de la population du nord de l'Alsace. Et avant de commencer de façon formelle, je vais m'asseoir, ma conférence, je vais vous faire le coup du journaliste qui attire l'attention avec des grands titres. Premièrement, ce ne sont pas les Américains qui ont libéré le nord de l'Alsace, ce sont les Allemands qui sont partis. Je ne sais pas s'il y a des historiens dans la salle, mais voilà. Deuxièmement, parmi les soldats américains, et ça je l'ai lu dans peu de livres, et vous allez voir pourquoi je peux vous révéler cette chose très importante, parmi les soldats américains, il y en avait qui parlaient l'allemand. Les combattants des deux côtés et la population pouvait donc se parler. Et dans des corps à corps, ça peut servir. En 13 jours de combat, parfois justement corps à corps ou de maison à maison, à Atten-Rittershofen, il y a eu 2000 morts côté allemand et 1200 côté américain. Et de nombreux civils qui ont été tués. Et donc, je vais commencer par cela. Alors, un peu de gymnastique, je vais reprendre le micro. Alors, il y a l'histoire avec un grand H, c'est celle des généraux, avec les ordres et les contre-ordres, les offensives et les contre-offensives, les stratégies, les attaques, les retraites. C'est la guerre des soldats morts et c'est la guerre des soldats survivants. Et puis, il y a les petites histoires, celles avec le petit H, celles qui ont été vécues par les petites gens. Une région frontalière envahie par un pays voisin, c'était il y a 80 ans. En 1940, l'Alsace envahie et occupée par l'Allemagne. Alors, la guerre en Ukraine, l'Ukraine envahie, occupée, avec des populations entières qui fuient et des soldats qui s'entretuent en 2022, cela nous stupéfie. Comment est-ce possible à nouveau ? En 1944, les civils dans les batailles, on en parlait moins que des soldats qui se battent, parce que les informations étaient essentiellement militaires. Aujourd'hui, grâce aux journalistes qui vont sur le terrain de combat, et hier, place de la République à Paris, nous avons rendu hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff, le journaliste caméraman qui a été tué en filmant une opération humanitaire. Aujourd'hui, nous savons que la guerre, ce sont aussi des civils comme des figurants dans les batailles de chars, de missiles et de bombardements, la vie, la peur, les espoirs et aussi les drames, les trahisons, l'amour. En décembre 1944, les Américains avaient repoussé les Allemands et à Wissembourg, on pavoisait le retour à la France. On avait déjà sorti les drapeaux. C'est un sujet qui plonge dans mes racines familiales. Ma maman, Marie-Thérèse Dipparach, avait 17 ans à Wissembourg pendant cette période. Quand la guerre est finie, on dit que les tragédies sont intemporelles. Quand le jour se lève, que tout est saccagé, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent, que les coupables agonisent, et parce que cela porte un très beau nom et que cela s'appelle l'aurore. Ensuite, on lève les yeux sur cette nouvelle vie qui commence.
Et on aperçoit des gens qui disent « Hey, nous sommes les civils ». Est-ce qu'on les écoute, les civils, après la guerre? Cette guerre où, le 31 décembre 1944, 10 minutes avant minuit, Hitler organise une nouvelle offensive sur l'Allemagne, avec la Wehrmacht, donc des Allemands, pas forcément des nazis. Dans le plus grand secret, et avec pour but, non pas de récupérer l'Allemagne, ce qui aurait été, bon là je prends un petit peu le pied sur les historiens, aurait remonté son image de marque et ça aurait été flamboyant pour la nation allemande, pour le Reich allemand, de récupérer l'Alsace et peut-être même la Lorraine, mais l'ordre de Hitler, c'était de faire le plus de dégâts possible, donc de tuer le plus de forces américaines possible. Les forces alliées se replient, et je dois dire, sans se soucier des populations, ça c'est aussi instruit dans les livres d'histoire, avec l'intention d'aller jusque dans les hauteurs des Vosges, quitte à abandonner Strasbourg, où l'on sait le rôle déterminant de De Gaulle pour convaincre les Américains de ne pas trop reculer. Et les divisions allemandes, dont certaines sont venues de Norvège, elles sont maîtres du terrain. Elles voient leur stratégie brusquement interrompue. Toutes les troupes sont envoyées en 2 jours sur le front russe, où la situation est désespérée. Elles abandonnent le nord de l'Alsace aux soldats américains et français. Et le 19 mars 1945, Wissembourg est libéré pour la 2e fois, après 3 mois de terribles batailles, un peu plus au nord, à Athènes, une quinzaine de kilomètres au nord de Wissembourg. La guerre n'était pas un épisode civilisé de l'humanité. Et c'est ce que vont raconter les civils. Ce sera un petit peu comme, vous savez, quand vous regardez une série sur un DVD, et à la fin, vous avez des bonus que vous allez regarder un petit peu distraitement et tout. Ben, les civils, c'est ça. Hein, ce qu'ils ont pensé de la guerre et tout, dans les livres d'histoire ou dans les relations. Voilà. Donc, les civils, c'est le petit bonus de fin de série. Les civils, ce qu'ils peuvent raconter, c'est qu'ils étaient là au mauvais moment et qu'ils ont eu beaucoup de chances de survivre. Ils disent qu'à la guerre, on risque la mort, mais que surtout, on la craint, la mort. Parce que lorsque l'on est un civil, on ne fait pas exprès de prendre des risques à la guerre. On a froid, on a faim, on oublie sa dignité, ou au contraire, on trouve la force d'avoir du courage. Oups. Alors, ces livres que l'on appelle parfois des livres à compte d'auteur, les livres que vont écrire les civils pour raconter leur guerre, j'ai pu en consulter à la BNU à Strasbourg, dans des bibliothèques municipales, alors avant qu'elles ne se transforment en médiathèque avec un rayon pour des livres, et vous regardez, c'est des mangas. Hein. Et il y a la très sympathique bibliothèque des Alsatiques du Crédit Mutuel, service public je crois, non, du Crédit Mutuel, qui a une collection de livres formidables et chaque fois que quelqu'un qui a dépassé les 112 ans casse sa pipe, comme disaient les soldats de la famille qui ne sait pas quoi faire avec tous ces bouquins, les donne au Crédit Mutuel qui les identifie et qui permet donc à tout le monde de pouvoir les consulter. Et puis aussi le bouche à bouche, à partir du moment où vous vous intéressez à un sujet, popple, hein, les gens vous disent allez voir Germaine, sa maman avait écrit et tout, et donc je retrouve des trésors, je fais des photocopies, donc j'ai une petite collection personnelle comme ça de livres qu'on appelle livres, mais parfois c'est simplement des polycopies ou des photocopies d'une dizaine de pages. Et voilà. Il y a encore beaucoup de cahiers autobiographiques à découvrir. Dans ces ouvrages, il y a bien sûr parfois la tentation de l'analyse psychologique ou géostratégique, c'est souvent plein de leçons de morale. Mais ce qui est passionnant, c'est de déceler ce que la mémoire laisse échapper. Par exemple, que les poules enfermées dans un petit hangar avaient plus peur du bruit des tanks américains que des tanks allemands.
Un de ses livres a eu du succès. C'est La tartine de beurre de Marguerite Eyop Kremer, écrit en 2005. Cela veut dire 60 ans après la fin de la guerre. Ce n'est pas le méticuleux rapport des opérations militaires à Hattin, c'est simplement le récit d'une famille qui tente de survivre au milieu de l'enfer. Il y a des pluies d'acier qui tombent sur le village et des blocs de neige qui sont les tombes des villageois. Après la guerre, on a dit « Mais pourquoi parler des horreurs du passé ?» Il ne fallait rien remuer. Vivre pour demain, extirper du tréfonds de sa mémoire des événements, c'est une torture quand on a renoué avec une vie décente au milieu des ruines. Citation de ce livre. De quoi se souvient-on ? De l'agencement de la cave où la famille était réfugiée, des animaux morts dans les rues, la fuite avec la vache et le veau, le père réfractaire car il a refusé la convocation du Volkssturm. Marguerite raconte l'arrivée des Américains avec même des Noirs et les prisonniers sur le capot des tanks. Il y a des prisonniers allemands, les mains croisées derrière la nuque. Et Marguerite pense à un autre de ses 9 frères et sœurs, Clément, qui porte, lui, l'uniforme allemand. Elle y pense en attendant les soldats français qui devraient venir la libérer. Et dans le livre, elle ne dit pas si Clément était un malgré nous ou s'il s'était engagé par lui-même, mais ça c'est encore un sujet tabou en Alsace. Voilà. Puis, ce sont les Allemands qui reviennent. Une pluie de phosphore tombe sur le village, de l'acier, du fer, du feu et du sang. Dans la cave où la famille se terre, les soldats allemands apportent un brancard avec un jeune soldat blessé à la tête et qui appelle « Mutter, Mutter ». Marguerite lui prend la main, mais ne sent plus de réaction. Le soldat est mort. Le lendemain, un SS, qui est originaire de Sélestat, pousse un prisonnier dans la cave, c'est un jeune soldat américain, pour l'interroger. Et le lendemain, Marguerite reconnaît le prisonnier américain allongé dans la ruelle, une balle dans la tête. À la fin du livre, Blanche, une sœur de Marguerite, évoque l'indifférence des habitants du village où la famille s'était réfugiée. Après la guerre, dit-elle, adulte, je n'y ai jamais remis les pieds. Je crois bien que dans mon cœur, j'ai gardé une rancune profonde. Je n'ai jamais pu pardonner vraiment. Dans son livre intitulé « Souvenirs », Fernande Weigel raconte comment des soldats allemands avaient été cantonnés dans la maison familiale à Solmbach. C'étaient des soldats très jeunes, presque des enfants. Ils avaient tellement faim que la maman leur a donné un sac de noix gardé en réserve pour l'hiver. Ils ont vidé le sac et la plupart sont morts à Hattin. C'était des gamins de 16-17 ans. Je crois que j'ai sauté quelque chose. Alors, un autre récit raconte ce café bizarre des Américains dans l'eau bouillante. Quand même, il n'y avait même pas de mare de café. Roland Ries, notre bon Hermer, qui est né en janvier 1945 à Niederlauterbach, donc pendant l'opération Nordwind. Dans sa biographie, il raconte le village occupé par les Allemands et bombardé par les Américains. La marraine du nourrisson, profitant d'une accalmie, veut faire respirer l'air pur au bébé et sort dans la rue. L'officier allemand qui contrôle le secteur bondit hors de son abri pour lui intimer l'ordre de retourner immédiatement se cacher dans la cave. Et l'officier allemand est fauché par un obus. Et Roland Ries écrit « C'est donc grâce à un homme de la Wehrmacht qu'un petit Alsacien, devenu maire de Strasbourg, peut parler à ses compatriotes français
En une seconde qui lui a coûté la vie, l'ennemi a oublié son uniforme pour éviter la mort d'un enfant. 4 ans de guerre n'avaient pas atrophié son réflexe d'humanité. Et voilà les pages que je fais. Voilà. Donc je viens de vous donner des exemples de 2 livres, mais je voulais vous expliciter un petit peu ma démarche avant, que j'avais pris sur mes fameuses feuilles de 2h30, que j'ai découpées. Voilà. Donc après la guerre, parfois, on raconte. Vous savez que c'est difficile de raconter, que ce soit les petits actes d'héroïsme ou les petits actes de lâcheté, on hésite beaucoup à les partager. Et vite, avec le temps, pour les autres, la guerre, ça devient une expérience. Mais c'est une expérience que vous avez vécue et qui, pour les autres, est devenue une addition. C'était horrible, certes, on compatit, mais cette addition de malheur est devenue un ensemble de clichés un peu convenus. Alors ceux qui ont vécu cela ne racontent pas, comme si pour raconter, la règle était de se juger soi-même et de décider si l'on avait été héroïque ou si l'on avait été lâche. Se juger et le dire aux autres, et s'avouer qu'au fond de soi-même, on a été un petit peu des deux, héroïque et lâche. Alors, si on se tait, parfois, on écrit. Il faut du temps. Et quand le temps passe, comme les bombes qui passent par-dessus la tête ou comme les voisins qui passent dans la rue qui brûle, les souvenirs s'arrondissent dans la mémoire. On a autant de prédisposition à la miséricorde qu'à l'apitoiement. J'ai bricolé une phrase de Céline qui dit « On est autant puceau de l'horreur que de la volupté dans le voyage au bout de la nuit. » Bon, voilà. Alors, dans les phrases qui s'échappent, il ne reste que des bribes de mots. On ne laisse que des poncifs. On cherche pudiquement ou par lassitude à reconstituer les faits et non pas à raconter les ressentis. Ben, les faits, c'est les poules qui s'envolent quand les temps arrivent. Souvent, les rescapés des camps, les soldats envoyés à la boucherie, les populations terrées dans les caves, ces gens qui ont vécu la guerre, ces gens ne se sont pas adressés à leurs enfants, mais ils l'ont fait à leurs petits-enfants. Les récits ont sauté une génération. Lorsqu'on vous demande « grand-père, grand-mère, raconte », on se dit que maintenant, l'on ne va pas ou l'on ne va plus être jugé. Le récit que l'on va faire ne va pas se heurter à ces réponses exaspérées comme « non, ne recommence pas » ou bien « mais c'est impossible cela ». Cela, ce sont les réponses de la génération qui a été élevée pour oublier les horreurs de la guerre. 40 ans ou 50 ans plus tard, les blessures sont toujours présentes. On a vécu sa vie avec philosophie, comme on dit. Et un jour, parce que les circonstances font que vous avez peut-être peur que cela recommence, parce que vous vous dites « je ne veux pas partir sans laisser de traces », ma trace, il faut que l'on sache, parce que vous refusez courageusement que l'on dise « c'est la faute à la fatalité », alors vous prenez votre plume et vous écrivez. Vous écrivez sans demander conseil à qui que ce soit, peut-être même en cachette de votre famille. Vous prenez un cahier et vous écrivez en pensant que peut-être ça fait un demi-siècle ou même 70 ans que vous n'avez pas écrit de rédaction. Vous vous lancez dans l'histoire, la vôtre l'histoire. Vous commencez par le début sans savoir si vous aurez la détermination de continuer, si vous trouverez la force de la persévérance. Vous ne faites lire votre texte à personne, parce que vous savez au fond de vous-même que vous ne voulez surtout pas de commentaires, que vous voulez être le seul maître à bord de votre récit, et surtout, parce que vous connaissez la fin de l'histoire, vous la connaissez parce que vous êtes vivant,
et qu'il y a eu des morts, et que les morts, personne ne les remplacera pour raconter à leur place comment ils ont pris part à cette guerre. Vous êtes vivants, mais forcément à ce moment-là, vous pensez à eux, les morts. Vous avez des images en tête, cachées quelque part dans des souvenirs. Bien sûr, il y a les souvenirs heureux de toute la vie d'après, mais les images que vous avez cachées, elles sont horribles. C'est horrible, ma maman. Des cadavres peut-être, le bruit des explosions, les cris de terreur, car les images, ce sont aussi du son, des odeurs, des atmosphères, comme la nuit et comme le brouillard. Les images peuvent raconter des histoires, comme les phrases peuvent créer des images. Alors, cela fait des pages, et les pages dorment dans un tiroir. Parfois, alors tout ça, ce sont des choses que j'ai vérifiées et que je vous raconte. Parfois, le cahier est dans la table de nuit. Vous savez, dans une grande enveloppe, vous avez une grande enveloppe dans laquelle vous avez vos volontés pour les chants de la messe d'enterrement et vos instructions pour le testament. Et ensuite, il y a une boîte de médicaments et en dessous, il y a votre cahier. Les pages ne sont pas un médicament. On ne fait pas le récit par écrit d'un moment de sa vie comme si c'était une thérapie. Quand on écrit, on est un écrivain. On ne le sait peut-être pas, mais on fait de la littérature. Parce que la littérature, c'est la vie, et parce que l'on sait, surtout lorsque l'on a beaucoup souffert, qu'il y a une question à laquelle on ne voudra jamais répondre. C'est « Est-ce que c'est vrai tout ça? Tu n'exagères pas? Tu es certain de tes souvenirs? Ah, mais c'est si vieux tout cela. » Non, ce n'est pas le sujet de votre écriture. Et même si vous inventez un peu, tout est vrai. Tout ce qu'on invente est vrai. C'est un grand écrivain qui s'est justifié ainsi, Gustave Flaubert, en rédigeant une fiction, Madame Bovary, qui raconte justement la vraie vie d'une femme qui veut aller au bout de ses envies dans un village au XIXe siècle. Vous avez donc écrit votre vie pendant la guerre, et nous parlons donc ici de décembre 1944 à mars 1945. Ce cahier, parfois, avant de le mettre dans votre table de nuit, pour la nuit des temps, alors que vous vous approchez de la nuit de votre vie, vous le faites lire à l'un de vos petits-enfants, ou peut-être même à quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire et qui va vous encourager à le faire lire à d'autres personnes. Ce cahier, vous allez le photocopier en 10 exemplaires pour le distribuer à Noël ou à votre anniversaire de mariage, à votre anniversaire de mariage, à la famille. Alors là, n'attendez pas des « oh » ou des « ah ». Il y aura peut-être des « merci » où vous ressentirez de l'incompréhension. Peut-être même qu'il y aura un « enfin tu nous racontes ton histoire ». N'y prenez pas garde. Les livres ne sont pas faits pour être lus. Les livres sont faits pour être là. Cocteau. Et peut-être encore un peu plus d'audace. Ce cahier, vous allez le montrer à quelqu'un qui fait des livres. Et ce cahier va devenir un livre. L'éditeur va vous demander des photos, va vouloir relire et corriger, il va peut-être vous demander de l'argent pour vous publier. Vous savez très bien que votre livre ne sera pas présenté dans toutes les librairies. Vous aurez peut-être un article à la page locale du journal avec comme surtitre le mot « témoignage ». Vous ne le dites pas, mais au fond, vous savez que vous n'êtes pas un témoin, comme au cinéma dans un tribunal. Simplement, vous avez été vous-même. Et vous écrivez sur la couverture de votre livre « Récit de la vie, des peurs et des espoirs d'une jeune Alsacienne en 1944-45 ». Un éditeur vous dira que ce n'est pas un bon titre pour vendre. Mais c'est exactement ce titre-là
qu'avaient donc écrit Marguerite et Yob, que je viens d'évoquer. J'ai puisé beaucoup d'exemples dans la revue Outre-Forêt, qui dans les années 80, donc 40 années après la guerre, la fin de la guerre, a recueilli des témoignages de ceux qui ont survécu à cet enfer et qui sont aujourd'hui de moins en moins nombreux. La population qui s'entasse dans des caves où il y a 100 réfugiés dans la cave de l'école. Sortir équivalait à un suicide. On se comptait pour répertorier les manquants. Dans les rues jonchées de cadavres, on voyait côte à côte des soldats morts des deux camps. Parfois, sous les gravats, on retirait des blessés. Et les récits que j'ai pu consulter, ils sont en allemand ou en français. Par exemple, plusieurs fois cela revient, le premier mort à Athènes, c'est le père Wilhelm, tué d'une balle près du débit de tabac. Donc le curé du village qui a été le premier mort. Des soldats entrent dans les caves pour se reposer et manger ce qu'ils trouvent. Dehors, les blessés appellent au secours. On se bouche les oreilles pour ne rien entendre. De nombreux soldats américains parlent allemand. L'un répond à une habitante qui hurle de peur, à bout de nerfs. « Vous croyez que cela nous plaît de venir crever pour votre sale frontière ?» Donc ce sont des Américains dont les familles avaient fui l'Allemagne et l'Autriche après 1933. Également, parmi les civils alsaciens, il y a des Allemands qui sont là depuis toujours, comme le berger Hans, qui est wurtembourgeois. Dans les caves, alors ça j'ai lu ça souvent, on prie. On vide aussi le tonneau de vin. Là, 4 soldats américains blessés, à côté de 2 vieilles femmes, un enfant et un vieillard. Une grand-mère blessée est allongée entre 2 autres blessés, un soldat américain et un soldat allemand, dans la même cave. Le soldat allemand est infirmier et il donne des conseils de soins. Une grenade au phosphore tombe dans la cave de la maison à côté. On compte les victimes grâce au nombre de chaussures retrouvées. Témoignage du docteur Hans Lautenschlager sur les combats à Wingen-sur-Moder. Les Allemands avaient capturé de nombreux soldats américains, dont un médecin militaire avec ses assistants, ses infirmiers et une grande quantité de médicaments et de matériel médical. Je crois qu'il y avait 200 soldats américains. C'est connu dans les livres militaires. Mais ce que j'ai découvert dans un livre, un journal d'une dame de Athènes, le médecin militaire allemand raconte qu'avec le médecin militaire américain, avec humanité et sans aucune haine, de nombreux blessés civils et des soldats allemands furent sauvés d'une mort certaine grâce aux infirmiers et médecins américains qui se dépensèrent sans compter et grâce aussi à leur énorme quantité de bouteilles de plasma. Une rumeur circule de village en village. Des divisions russes ont débarqué à Marseille et viennent renforcer le front en Alsace. J'ai posé la question à des historiens. Tout le monde me dit « c'est pas vrai, c'est pas possible et tout ». Jean-Laurent Vonneau, qui vient d'écrire un livre formidable sur l'Alsace annexée, pareil, me dit « non, c'est pas vrai ». Je l'ai lu, donc c'est un ressenti d'une personne. On disait « ah, les Russes, ils viennent, ils vont nous libérer ». Dans son livre « Village dans la tourmente », Anne-Frank Neumann décrit un paquet de rations K abandonné par un Américain. Attention, je sais qu'il y a un buffet après, mais il y a une petite boîte de saucisses, du fromage, des biscottes, un morceau de chocolat Hershey, des bonbons fruités, du café en poudre, 2 cigarettes, des allumettes, un petit rouleau de papier de toilette et du chewing-gum. Et dans sa liste, il n'y a pas ce que tout le monde pense qu'il y a. Elle raconte comment un jeune soldat américain, qui est aussi un jeune papa, donc ils ont discuté ensemble, il est armé jusqu'aux dents et il aide à préparer un biberon dans la cave pour une jeune femme qui tient un bébé qui hurle de faim
au fond d'une cave et il prend dans sa ration de quoi faire un biberon. Témoignage du général allemand Burmeister, qui raconte que dans la nuit du 26 janvier 1945, des Alsaciens incorporés de force dans le 35e régiment de Panzer, alors à vérifier avec des pincettes parce que Hitler avait fait reculer tous les Alsaciens justement pour qu'il n'y ait pas de fuite, donc cette attaque surprise, donc c'est des choses qui se contredisent, un historien vérifierait. En tout cas, des Alsaciens incorporés de force dans le 35e régiment de Panzer ont profité d'un mouvement de repli pour passer côté américain avec leurs pièces d'artillerie. À Stunwiller, la population fut réquisitionnée pour ramasser les morts et les ensevelir. Dans cette fosse commune de civils, il y a aussi les corps de 150 ou 200 soldats allemands. À Hatten, Lina Rinkel décrit les maisons qui brûlent et le manque de solidarité des habitants de la partie basse du village envers la partie ouest. Elle observe les combats au corps à corps, de maison en maison. Un moment de répit, et elle voit des Américains dans une cave, alors que les Allemands occupent la partie supérieure de la maison. On confie les blessés aux civils dans les caves. Des déserteurs en profitent pour se cacher. Pour les Américains, chaque civil pourrait être un espion en puissance. Certains libérateurs s'approprient tout ce qui tombe sous leurs mains. Les montres, les bijoux et surtout le schnapps. Témoignage de Sophie Bernhardt de Reipertswiller. La période de la reconstruction suscite des souvenirs précis. La maison pillée, les voisins indélicats, les tricheurs pour les dommages de guerre, ceux qui retournent leur veste pour devenir français à 150%. Je suis trop long. Les élans de vengeance comme ceux qui avaient dénoncé leurs voisins, qui furent déportés en Allemagne. J'avais fait un chrono et je faisais 29 minutes. Une petite sœur qui meurt dans un camp et des Alsaciens pro-allemands qui arborent des drapeaux tricolores bleu, blanc, rouge. Je finis encore avec ça. Les prisonniers allemands qui servent de main-d'œuvre dans les champs ou que l'on oblige à aller désamorcer les mines et à récupérer les obus non éclatés. Et l'attitude des villageois lorsque des juifs rescapés des camps nazis revenaient chez eux, les voisins cachaient leurs meubles sous le foin dans la grange jusqu'à ce que, ouvrez les guillemets, le danger soit passé, c'est-à-dire que les Juifs soient repartis. Je saute mes pages et je vous dis juste qu'il faut lire ces récits personnels, ces cahiers parfois intimes, il faut les lire entre les lignes, il faut déceler le sublime dans la banalité des souvenirs, les poules qui se sont enfuies à l'arrivée des tanks ou la tartine de beurre que l'on veut tellement offrir à sa petite sœur. Ma maman, même très âgée, sa guerre était toujours là. Elle aimait dire « l'Europe, c'est la paix ». Et sa joie, c'était celle d'avoir des petits-enfants qui pouvaient ne pas avoir peur de la guerre. Je vous remercie.